Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien et très, très heureux, de faire, cet échange, avec Mickaël, et vous tous. Comme c'était, mentionné sur les différents plateformes, objectif de faire un échange très participatif, qu'on apprenne beaucoup de choses sur l'organisation, de la production, et qu'on s'amuse bien, qu'on passe un bon moment. Hem Si on présente rapidement donc l'objectif, aujourd'hui, c'est de parler vraiment des meilleures pratiques, en termes de planification. Qu'est-ce qui est vraiment incontournable aujourd'hui en 2023? Et pour traiter, ce sujet, je trouvais que la meilleure personne, avec laquelle, échanger, c'était toi, Mickaël. De par toute ton expérience, chez OPO, chez McKinsey avant, donc du coup, sur le conseil de plusieurs centaines, je pense, d'entreprises du secteur, industriel, et puis aussi, ta biographie un peu, sur tous les livres que tu as pu, écrire et les meilleures pratiques que tu as pu constater à droite à gauche. Donc je te laisse te présenter, rapidement, et puis après je présenterai le plan, de l'échange. Ouais, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, Thibaut, merci Cécile, c'est super sympa, je suis content d'être là. Je m'appelle Mickaël Valentin, je bosse dans l'industrie depuis bientôt 25 ans, ce qui ne me rajeunit pas. J'ai commencé dans l'auto comme responsable de fabrication chez PSA, donc voilà un début de carrière assez classique d'ingénieur. Et puis sur le terrain en usine, hein. Et puis ensuite, j'ai basculé dans le monde du conseil, effectivement, chez McKinsey, où j'ai bossé plusieurs années. Et ensuite, on a créé OPO avec David Machno et Frédéric Sanday, qui étaient deux collègues de McKinsey, pour accompagner le tissu industriel, parce qu'on a vraiment des passionnés du secteur industriel. On pense que c'est un secteur hyper important pour la planète, pour l'équilibre entre les territoires et pour l'économie. Et donc voilà, ça fait 10 ans avec OPO, on accompagne différents secteurs industriels. Ça va du luxe à l'industrie lourde, en passant par la pharma, la chimie et tout ce qui est bien de consommation, l'aéro, etc. Et en parallèle de ça, il y a 5 ans, on a co-créé avec Renan, qui était aussi un ancien collègue de McKinsey, un startup studio qui s'appelle OSS Venture et qui aide à créer des startups. Voilà, donc du coup, j'ai deux pieds dans le monde des usines et un pied dans le monde des startups, donc je suis à cheval entre ces deux mondes-là. OK, et donc du coup, ouais, c'est via OSS Venture que nous, on s'est rencontrés, donc il y a un peu plus de 3 ans, quand on a commencé à créer Oplit. C'est ensemble qu'on a un peu construit, la vision, sur la partie, donc planification, vers où, est-ce qu'on pense que l'écosystème va tendre, et on partage un peu la même passion de résoudre des problèmes super concrets, pour l'industrie, et pour les personnes qui travaillent dans ce secteur. Donc c'est un plaisir, d'échanger, ensemble, aujourd'hui à nouveau. Si on fait un peu le plan, des choses aujourd'hui, donc sur l'aspect introduction, donc voilà, Mika, tu t'es présenté. De mon côté, donc voilà, je suis un des 2 fondateurs d'Oplitz. Oplitz, c'est, une solution, qui apporte de la prédictibilité aux industriels, qui permet de toujours prendre la meilleure décision pour organiser sa production. Notre objectif, c'est d'apporter plus de confiance sur l'organisation de la production, d'apporter plus de visibilité, et ça via 2 éléments très concrets: un meilleur processus de charge-capacité et un ordonnancement et un pilotage de long cours, plus agile. Donc on reviendra là-dessus, par la suite. Aujourd'hui, donc dans les 45 minutes qu'on aura ensemble, on va parler d'abord des meilleures pratiques en termes d'organisation de la production, en termes de planification. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, sur les différents, on va dire, horizons, qu'est-ce qui est vraiment important à prendre en compte? Ensuite, on attaquera vraiment les sujets, incontournables. Quelles sont les actions, qu'on voit beaucoup d'industriels prendre, actuellement? Et ensuite, on fera plutôt une approche, focus sur la solution Oplit et aussi notre feuille de route. Donc l'objectif, c'est d'échanger sur la feuille de route qu'on a avec Mickaël, qu'on voit qu'est-ce qui est pertinent, qu'on potentiellement critique d'autres choses en fonction des différentes industries, des différentes verticales, et puis aussi que vous puissiez participer et vous nous fassiez vos retours en nous disant ça, sur mon site ou dans mon entreprise, si vous le faites, c'est incroyable. Ou alors je pense qu'il y aurait ça à ajouter aussi qui serait vraiment incroyable, et qu'on débatte et qu'on échange à partir de ces différents sujets. Donc voilà, sans plus attendre,
On attaque sur la partie meilleure pratique. Et donc, du coup, quand on préparait un peu ce webinar, Mika, tu me disais, bah voilà, moi, je pense qu'il faut le découper de façon simple entre le stratégique, le tactique et l'opérationnel. Tu m'as cité plein de super exemples. Donc, je te laisse la main et peut-être que je poserai quelques petites questions au fur et à mesure. Ouais. Bah, du coup, évidemment, peut-être pour revenir sur les objectifs avant de descendre sur les différents leviers et les bonnes pratiques, c'est qu'est-ce qu'on cherche en général quand on va se servir de la planification comme un levier de performance. Et nous, ce qu'on voit en fait aujourd'hui, c'est que les gros sujets connectés à ce sujet de planification, c'est d'une part la résilience, évidemment, ça on l'a vu pendant le Covid, mais on l'a vu aussi en post-Covid avec toutes les crises qu'il y a pu y avoir à la fois sur l'énergie, sur les composants, les semi-conducteurs, sur le transport. Enfin, bon, donc on voit bien l'intérêt de la résilience et de l'agilité. C'est aussi quand même l'attractivité, parce qu'en fait, ça c'est assez général au monde des usines, mais on n'aura pas d'attractivité si on n'a pas en fait les bons outils dans le monde industriel en général. Donc ça c'est un vrai sujet. Et trouver des bons planificateurs, trouver des gens qui savent de leur dos, etc. C'est pas si simple que ça, parce que c'est des métiers. Quand Ouais. tu parles d'attractivité, tu parles d'attractivité vraiment RH ou attractivité aussi vis-à-vis des clients potentiels en montrant que tu avances, que tu fais bouger les choses? Alors c'est un peu des deux, parce qu'en général, quand tu travailles sur l'un, ça permet d'avoir des bénéfices sur l'autre, mais je parle quand même plutôt de l'attractivité RH, d'avoir les bonnes ressources, parce que les ressources, on y reviendra tout à l'heure, mais je ne sais pas si dans les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui sont planificateurs ou qui gèrent des planificateurs, mais c'est des ressources assez rares qui, en général, s'apprennent vraiment sur le tas et donc qui ont en tête tout un tas de trucs, de contraintes, et en fait, sans lesquelles vous ne pouvez pas faire tourner votre système. Et donc, si on n'a pas un système qui est suffisamment attractif pour en permanence renouveler ces gens-là, être capable de transmettre ce qu'ils savent faire, bah, on va dans le mur. Et puis après, bien sûr, il y a les sujets classiques de compétitivité, puisque si j'ai un bon système de planif, on t'en parlait Thibaut, bah, on a une bonne charge CAPA, donc on optimise bien en fait les CAPEX et les investissements, et ça permet d'être sûr qu'on a le bon dimensionnement de son appareil en permanence, de manière agile en fonction des variations du marché. Alors si je détaille maintenant un petit peu ce qu'on voit nous, et c'est issu de l'ensemble des clients qui nous sollicitent ou qu'on aide, hein. Il y a déjà un premier volet qui est un volet vraiment stratégique qui tourne autour à la fois du produit, du footprint, et puis de manière générale de la chaîne de valeur. Sur le produit, alors ça c'est quelque chose qui est sur de l'assez long terme, hein. On a quand même une tendance assez massive, notamment sur les biens de consommation, à se poser la question d'une simplification de la partie hardware du produit et de mettre plutôt la complexité sur le logiciel pour être capable de simplifier les flux, la diversité et avoir du coup des systèmes industriels plus faciles à gérer en termes de planif. Parce que plus on a de SKU, plus on a de complexité et évidemment plus c'est compliqué de planifier et de faire ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc un exemple dans le secteur auto de ça, si on compare ce que fait Tesla avec ce que font des constructeurs plus classiques, on accompagne, nous, encore des constructeurs, hein, on va dire legacy au quotidien. Et ce dont ils souffrent beaucoup, c'est de se dire, je lance une nouvelle voiture, et en fait, je prévois 15-20 versions différentes de la même voiture, mais il n'y en a qu'une ou deux qui marchent. Mais par contre, dans mon système industriel, bah, j'ai toutes les options possibles, donc j'ai tous les stocks. Donc, en fait, en termes de planif, c'est hyper complexe à gérer, alors qu'en fait, il n'y en a qu'une ou deux qui marchent. Et par rapport à un Tesla, qui lui va plutôt mettre le paquet pour dire, ma voiture, elle est simple, un peu comme un iPhone. Il y a 2-3 couleurs, 2-3 options de siège, 2-3 options de roue. Donc, il n'y a pas beaucoup d'options de voiture. Et par contre, la valeur, je la mets plutôt sur le logiciel. Voilà, donc ça, c'est plutôt un sujet de long terme, mais ça contribue quand même à avoir un système facile à planifier. Vous pouvez commander n'importe quelle voiture du moment que c'est une Tesla Model S, quoi. Ouais, c'est ça, et qu'elle est rouge ou bleue ou blanche, quoi. En gros, c'est à peu près ça, quoi. Et après, on peut choisir les roues et les sièges, mais c'est à peu près tout. Et après, sur le deuxième sujet important, qui est de plus en plus important, en fait, c'est le footprint, et ce que je vais appeler le footprint agile. C'est de se dire, en fait, avec ce qui se passe actuellement, on a quand même un gros retour du protectionnisme, hein, à la fois les Chinois et les Américains. Et on a quand même une potentialité que Trump revienne au pouvoir. Et puis, c'est vrai un peu partout dans le monde. On vient d'un monde qui s'ouvrait beaucoup, et on revient vers un monde qui se referme plutôt. Et donc, ça veut dire que à chaque fois que je réinvestis dans une nouvelle usine ou que j'augmente la capacité de mes sites, il faut que je me pose la question de quel est l'endroit où je devrais investir par rapport aux potentielles barrières douanières que je vais avoir, aux potentielles barrières normatives que je vais avoir. Et donc, c'est hyper important d'avoir un refresh très fréquent. Donc, moi, je dirais tous les 6 mois au moins, de c'est quoi mon footprint, les prochains investissements, est-ce que j'ai intérêt à les faire plutôt en Europe, plutôt en Asie, plutôt aux États-Unis, et comment est-ce que, du coup, j'alloue bien ces enveloppes d'investissement pour être le plus agile possible par rapport au marché que j'ai et au potentiel de croissance que j'ai côté commercial. Le troisième sujet, c'est la traçabilité. Donc celui-là, il est connecté de manière indirecte avec la planification, mais c'est quand même de se dire que le client final est de plus en plus exigeant sur ce qu'il achète. Il y a des normes qui sont de plus en plus exigeantes aussi. En Europe, on a la norme AGEC là, qui arrive sur les biens de consommation. Et donc, plus ça va, plus il faut que je sois capable d'être bon sur la donnée de bout en bout. Donc, j'impose à mes fournisseurs d'avoir aussi un suivi très fort.
Et ça a deux vertus. Ça a la vertu de la traçabilité, donc pour donner de l'information au client final, sur la sécurité, sur où est-ce que sont faits les produits, etc. Mais ça a aussi la vertu de planification, parce que si je fais cette chaîne de données à l'interface des usines, bah, je vais être aussi beaucoup plus capable de faire du track and trace, donc d'être transparent sur où en sont les différentes étapes de mon flux. Donc, typiquement, un secteur qui est très confronté à ça depuis des années, c'est l'aéronautique, puisqu'on est sur une chaîne complexe avec des acteurs de rang 1, 2, 3, 4 parfois, et donc qui travaillent depuis assez longtemps sur cette supply chain pour créer cette transparence. Et donc, tout ça pour dire que les efforts de planification ne s'arrêtent pas forcément à l'entreprise ou à l'usine, mais ils sont forcément aussi souvent à l'interface avec le reste de la supply chain, parce que c'est en ayant une supply chain performante que nous-mêmes, on peut être performant. Ouais. Et c'est vrai, avec ce que tu disais avant, c'est plus simple d'avoir une belle traçabilité quand un mix produit est simple et un footprint relativement simple. Ouais, et puis aussi exactement. Et puis après aussi, on y viendra tout à l'heure, mais un process industriel qui est assez lean, parce que plus j'ai des grosses tailles de lot, et plus ma traçabilité va être, moins ma traçabilité va être pointue, et plus je vais avoir des petites tailles de lot à chaque étape, et plus ma traçabilité va être fine, et donc je vais être capable de limiter les problèmes quand il y en a un, etc., etc., quoi. Donc, en fait, c'est très systémique hein, comme sujet. Et peut-être un dernier sujet qui n'est pas écrit ici, qui est aussi stratégique, c'est l'industrie circulaire. En fait, on a de plus en plus de réflexions pour penser les flux pas seulement linéaires, mais aussi les flux de retour, sur les biens de consommation notamment. Mais on a par exemple dans l'automobile des gens qui réfléchissent à récupérer des pièces qui sont dans le système, qui sont sur des voitures qui sont en fin de vie, pour pouvoir les remanufacturer et donc les revendre neuves. Et ça, c'est vrai dans plein de secteurs. Donc, si on veut faire ça correctement, ça veut dire qu'il va pas seulement falloir être capable de planifier les produits neufs, hein, la première vie, mais aussi de planifier en même temps ceux qu'on va remanufacturer, récupérer, donc avec un système d'aiguillage au départ, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il faudra faire sur la pièce. Et donc, il faut à la fois penser ces flux pour pouvoir gérer les deux en parallèle. Et en plus, donc, il y a la collecte, il y a les flux en usine, et puis après, il y a aussi, du coup, être assez agile pour pouvoir intercaler ces flux de remanufacturing dans le flux existant. Donc là, on est au tout début du mouvement, et c'est un mouvement, nous, on pense que c'est un mouvement de fond chez OPO, parce que de toute façon, la décarbonation est un sujet, mais le vrai sujet pour la planète, en fait, c'est l'utilisation de la matière. En fait, la matière est infinie, donc à un moment donné, il faut qu'on limite l'utilisation de la matière, donc il faut qu'on recycle beaucoup plus, qu'on remanufacture beaucoup plus. Voilà pour les sujets stratégiques. Je ne sais pas si tu voulais rebondir, Thibaut, avant de passer aux tactiques. Non, je pense qu'on peut avancer sur la partie tactique et opérationnelle. Cool. Sur la partie tactique, en fait, il y a un sujet qui est évidemment hyper chaud en ce moment, c'est les approvisionnements. Et franchement, je ne sais pas s'il y a des approvisionneurs autour de la table, mais c'est un métier qui est franchement pas simple en ce moment parce que tout varie énormément et chaque jour, il y a une nouvelle crise qui apparaît. Donc, il a fallu être. C'est des métiers qui, par essence, sont déjà des métiers où il faut être très agile dans sa tête parce qu'on est tout le temps soumis à des aléas, mais encore plus à l'heure actuelle. Pour faire face à ça, il y a plusieurs façons de le voir. Il y a encore une fois, le produit peut aider parce que si vous avez en interne des capacités qui vous permettent, en fonction des pièces qui sont disponibles, d'adapter votre produit, vous allez être beaucoup plus agile. Hein. C'est ce qu'a fait Tesla pendant la crise du Covid, mais c'est ce qu'ont fait aussi certains acteurs dans l'aéronautique, où en fait, par exemple, il y avait des puces qui étaient plus disponibles, des semi-conducteurs. En fait, ils ont travaillé sur le design de leur produit pour le modifier, pour pouvoir en fait adapter le produit avec les puces qui sont disponibles sur le marché. Un peu comme le principe de la criée, en fait. C'est-à-dire que je prends les poissons qui sont dispo et j'adapte mon produit. Après, je vais les vendre. Okay. Ouais, c'est ça. L'autre bonne pratique qu'on a vue dans la période, c'est plutôt une bonne pratique de task force, en fait, où pour aller chercher ces pièces qui sont rares, et c'est quand même beaucoup les semi-conducteurs, mais c'est aussi d'autres types de matériaux qui ont été difficiles à trouver, c'est d'avoir des ressources en local à l'endroit où il y a ces pièces-là, donc notamment en Asie, qui sont des gens suffisamment agiles, qui connaissent bien le réseau, l'écosystème local, et qui sont capables du coup d'aller se sourcer en permanence de semi-conducteurs pour en remplacer d'autres, parce que c'est la seule façon d'être agile. Sur la partie, le bullet point d'après, c'est quelque chose qui est très, sur lequel on travaille beaucoup dans l'industrie lourde et puis dans les biens de consommation, notamment la cosmétique. C'est comment est-ce que j'arrive à avoir une vision de l'ensemble de mes sites pour être compétitif et pouvoir comparer en fait des process similaires dans tous mes sites. Ça, c'est valable pour les boîtes qui ont plusieurs sites, c'est souvent le cas. Et donc, pour être sûr que je suis au top du top dans chaque site. Et en fait, en quoi ça connecte avec la planification, c'est que si je suis suffisamment agile, je vais pouvoir, en fonction de la compétitivité de chaque site, décider d'envoyer en temps réel, ou en tout cas sur un horizon de temps assez court, des produits d'un site vers l'autre pour avoir le coût de production le plus faible en fonction de comment est dimensionné mon footprint. Et donc, avoir la donnée qui permet de faire ça, c'est pas si simple que ça. Même les groupes les plus avancés n'ont pas forcément cette donnée-là. Donc, ça nécessite d'avoir à la fois les indicateurs, d'y travailler en permanence, de les animer, et après d'avoir le bon processus de planification pour en tenir compte quand j'alloue en fait la charge capa. Là, tu me parles d'un sujet que je connais bien et que je vois. C'est vraiment pas simple. Il y a peu d'industriels qui arrivent finalement à avoir cette vision consolidée de la charge capa. Nous, les problématiques terrain qu'on voit, c'est déjà des ERP différents quand on est un groupe issu d'une consolidation.
des process différents, des timelines différentes entre les différents sites. Par contre, ceux qui ont réussi justement un peu à standardiser leur process, via Hoplite, certes, mais sûrement d'autres moyens aussi, et d'avoir cette vision consolidée de quels sont mes sites performants ou pas, où est-ce que j'ai un peu de gras sur un métier spécifique pour transférer de la charge. Là, il y a des très très gros gains de capacité qui peuvent être réalisés sur le moyen terme. Ouais, très clair. Et à chaque fois qu'on a travaillé sur ce sujet, on a constaté ce que tu dis. C'est vraiment des potentiels de performance qui sont parfois un peu masqués, parce qu'en fait, par définition, un système industriel est pas siloté, mais quand même, chaque site est géré différemment. Parfois, il y a des BU au-dessus des sites, et puis même des régions qui vont gérer un certain nombre de sites. Donc, tout ça peut être un peu noyé par l'organisation qui silote énormément. Donc la performance locale est souvent assez transparente. Par contre, la performance globale est moins facile à gérer. Et donc, avoir cette vision d'ensemble, c'est d'une puissance très importante. Ouais. Peut-être un dernier sujet qui n'est pas écrit ici, mais qui est important de mentionner quand même, parce que ce n'est pas forcément nouveau, mais ça reste vrai, c'est comment est-ce qu'on réduit les lead time de fabrication. Ça, c'est vrai notamment nous, on le voit beaucoup dans le secteur du luxe, horlogerie, joaillerie, mais de manière générale dans tous les secteurs de biens de consommation, parce que bien sûr, qui dit agilité, dit être capable de réagir beaucoup plus vite au marché. Donc, il faut être capable d'avoir des cycles courts, à la fois en production et sur la chaîne de valeur. Et ça va à tel point qu'on a même des initiatives de reshoring dans le textile. En ce moment, il y a beaucoup de réflexions pour se dire comment est-ce que je rapatrie des fabrications de tissus ou de fils qui étaient faites avant en Chine ou au Vietnam vers l'Europe. Parce qu'en fait, ça me permet d'avoir un cycle global plus court. Et du coup, quand je fais une collection, je ne la reçois pas dans 6 mois, je la reçois dans 1 ou 2 semaines. Et ce qui me permet de tout de suite savoir ce qui marche en magasin, un modèle un peu à la Zara, et du coup d'être beaucoup plus réactif. Mais si, donc ça, c'est pour une chaîne de valeur complète. Et après, à l'échelle d'un site, on fait beaucoup de transformations, nous, notamment dans l'horlogerie, où on va se dire, on passe d'un cycle où, dans l'horlogerie, on a des cycles qui vont de 9 mois à parfois 2 ans pour faire une montre, parce que c'est 400 éléments et il y a quand même une vraie complexité technique. On va passer de ce cycle-là à un cycle qui va durer quelques semaines ou quelques mois. Et ça fait gagner énormément, évidemment, sur les encours et les stocks, mais ça fait aussi énormément gagner quand on a des accélérations ou des décélérations de marché, parce que du coup, on n'a pas ces coûts très importants dans la supply chain qui génèrent la charge CAPA dont tu parlais tout à l'heure. Donc, il y a le moment où on va avoir des ressources inoccupées, donc on a des problèmes presque sociaux parce qu'on a trop de monde. Puis à d'autres moments, ça accélère, on n'a plus les compétences, on n'arrive pas à recruter assez vite. Donc, si vous avez des cycles courts, vous réagissez beaucoup plus vite et donc vous adaptez la voilure beaucoup plus en temps réel, quoi. Ouais. Et sur partie horlogerie, nous aussi, c'est un gros secteur pour Hoplite. Réduction du lead time, en général, c'est un des premiers impacts qu'on a dans ce secteur. Il y a une raison toute simple aussi, c'est l'or, ça coûte cher. Et donc, c'est mieux si ça reste 1 mois dans l'atelier plutôt que 3. Et aussi en termes de gestion des personnes, voilà, si une pièce est égarée un peu dans un coin depuis 3 mois, voilà, potentiellement ça disparaît un peu plus facilement. Donc il y a un vrai enjeu à faire en sorte que toutes les pièces s'écoulent et qu'il y ait une vraie traçabilité, une vraie visibilité d'où sont les pièces et quelles sont les pièces les plus prioritaires. Clairement, je te rejoins là-dessus. Après, ouais, de toute façon, c'est un des principes du lean pour le coup, là, donc c'est pas nouveau ça, mais c'est moins j'ai de stock, moins j'ai de problèmes en fait, hein, parce que le stock masque les problèmes déjà, donc ça empêche de traiter les bons sujets. Et en plus, c'est prouvé quand vous suivez la vie d'une pièce, hein, en fait, plus vous avez de stock, plus la pièce va être déplacée parce que vous avez des encours, donc la pièce, vous l'amenez à un endroit, vous la ramenez à un autre endroit, et en fait, parfois, on se rend compte que la pièce, elle est touchée une vingtaine de fois dans la même usine. Vous avez une vingtaine de ruptures de charge pour la même pièce, juste parce qu'en fait, elle a attendu, il y a des ordres qui sont arrivés, d'autres ordres qui ont changé, donc en fait, elle subit tous les aléas que vous avez dans votre demande, alors que si vous avez un cycle court, vous subissez beaucoup moins et vous êtes beaucoup plus linéaire dans votre production, quoi. Voilà, sur les sujets maintenant plus opérationnels, donc des sujets vraiment plus de terrain, on a des choses qui sont des choses classiques, mais qui sont quand même vachement importantes. La première, je commence par le dernier point, c'est celui du bas, parce que je pense que c'est le plus important. C'est comment est-ce qu'on se libère de la bureaucratie. Et ça, c'est pas spécifique à la planification, mais quand même, enfin, moi, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai vu à peu près 250 sites depuis le début de ma carrière, et à chaque fois, j'aime bien passer du temps avec les planificateurs ou les ordonnanceurs, parce que c'est des métiers que je trouve passionnants, qui sont vraiment au nœud de toute la fabrication, quoi. Et en fait, ces gens-là, c'est juste incroyable ce qu'ils ont dans leur tête. Ils ont tout un tas de choses qu'ils ne peuvent pas mettre sur le papier, mais il n'y a que eux qui le savent. Donc, il y a une charge mentale énorme de toutes les contraintes qu'ils peuvent avoir à la fois de fabrication et des contraintes qui viennent des clients, des produits, etc. Mais en plus de ça, le problème, c'est qu'ils sont en général pas aidés par leurs outils. C'est-à-dire que souvent, c'est les champions du monde des tableaux croisés dynamiques, des Excel. Ils doivent croiser des datas qui viennent de l'ERP, qui viennent parfois du MES, qui viennent parfois de fichiers qui sont faits par la qualité parce qu'il y a eu des retards et donc il y a des plans d'action pour rattraper, etc. Enfin, c'est un enfer. Et je pense récemment encore, là, j'ai rencontré une planificatrice dans le luxe qui travaillait dans une tannerie, en fait. Et en fait, le principal, entre guillemets, point de douleur,
certes, c'était d'améliorer évidemment la compétitivité du site, mais c'était aussi de la libérer, elle, de ces tâches-là. Parce que, comme je disais, c'est des ressources rares. Et si vous ne faites pas quelque chose pour que ces gens-là se sentent mieux dans leur basket, vous avez juste un risque qu'au bout d'un moment, ils jettent l'éponge, ils aillent ailleurs ou ils changent de métier, quoi. Donc, vouloir retenir ces ressources-là, c'est hyper important. Vouloir aussi favoriser le fait qu'ils puissent transmettre leur savoir. Pour tout ça, il faut absolument les outiller beaucoup plus. Et avec le digital maintenant et de solutions d'ailleurs comme Oplit, c'est vraiment des outils qui permettent de faire ça, quoi. Et aujourd'hui, en général, les ordonnanceurs, quand même, sont des personnes qui sont vraiment passionnées par ce qu'elles font. C'est assez impressionnant. Et ils sont plutôt aussi un profil très fidèle à leur entreprise. Donc c'est une chance. Mais à mon avis, il faut se préparer au cas où cette ressource devient un peu moins fidèle et parce qu'elle se dit, bah, attendez, mais il y a plein d'autres métiers où c'est moins complexe. Et donc, potentiellement, j'irai voir ailleurs. Donc bien les outiller, moi je pense que c'est primordial. Puis je vais te voler les deux autres bullet points. Nous, ce qu'on voit vraiment sur la partie opérationnelle, c'est l'autonomie des équipes, notamment côté prod. Voilà, tout simplement que la priorité soit claire pour tout le monde à tout instant et que potentiellement les réorganisations se fassent d'elles-mêmes, que les équipes soient agiles, c'est hyper important. Et voilà, faciliter les décisions, c'est clair, mais c'est faciliter les décisions à tous les niveaux. C'est optimiser une séquence, savoir que tel produit va arriver rapidement et que je ne vais pas avoir à régler ma machine parce qu'il est sur le poste amont juste avant et qu'il va arriver dans 1 heure. C'est savoir que je vais avoir un mur de charge dans 2-3 mois et que je dois recruter des personnes que je dois bien anticiper. C'est savoir que tel client et telle commande est devenue urgente et est un fast track. C'est toutes ces choses-là qui permettent vraiment d'optimiser la performance du site. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Thibaut, je pense que la clé du succès sur ce que tu dis là, c'est que la décision puisse être prise le plus bas possible. En fait, les organisations qui dysfonctionnent là-dessus, c'est les organisations où en fait on prend toutes ces décisions-là tout en haut, en étant trop loin en fait des contraintes de terrain et de la réalité de ce qui est vécu sur les gens qui sont sur la machine. Plus vous facilitez, et notamment le digital est un super vecteur pour ça, la décision pour qu'elle soit prise tout en bas et que les gens aient conscience en fait de. Souvent en fait, c'est ça qui m'impressionne. Moi, vous êtes sur une machine avec je sais pas, par exemple un tourneur fraiseur, et en fait, il sait même pas. Il n'a pas accès à l'information de savoir qu'est-ce qui va m'arriver dans une semaine, mais même pas ce qui va m'arriver demain potentiellement, quoi. C'est-à-dire que je suis un peu, je pense qu'il vient comme ça vient, et puis du coup après je m'organise. Et en fait, ça si vous n'avez pas les bonnes règles de gestion, du coup chacun s'optimise localement, ce qui est logique et intelligent, sauf que vous optimisez pas le global. Donc pouvoir faciliter le fait que les décisions se prennent bien, soient partagées, collaboratives, et qu'elles se prennent au bon niveau, c'est un enjeu énorme pour moi dans la planification. Ouais. Et sur une petite anecdote, nous aussi on travaille avec un gros site de tannerie. Je ne pense pas que ce soit le même que celui que tu avais en tête. Mais donc du coup la planificatrice, elle venait enregistrer, enfin imprimer des Excel. Le site est vraiment grand et donc elle était seule pour 400 opérateurs, et personnes de prod. Et donc elle courait pour aller imprimer des Excel et les dispatcher donc à droite, à gauche. Mais donc du coup, ce qui est vrai à 8 heures ne l'est plus à 10 heures. Et donc après, c'est vrai qu'on voyait un encours très très forte dans la partie teinture. Et donc du coup, vraiment, la prod était un peu désabusée sur quel produit je viens faire passer dans mes machines en fonction des différentes couleurs. Les alternances de couleurs ne sont pas forcément gravées dans l'esprit de tout le monde, notamment quand c'est des personnes intérimaires ou qu'on vient de recruter. Et donc du coup, c'était un peu la panique et elle avait des bonnes jambes. Elle a toujours des bonnes jambes, mais disons que elle a réduit de quelques kilomètres ce qu'elle faisait tous les jours quand on installait Oplit. Et un sujet qui facilite en général ça, c'est d'avoir des bonnes règles de flux de terrain. Et pour aider ça, en fait, c'est de limiter l'encours. Et on a de plus en plus nos initiatives locales sur le terrain. Alors ça vient aussi du Lean, hein, mais c'était jusqu'à présent pas forcément simple à faire avec des étiquettes parce qu'il fallait être très rigoureux. C'est en fait de vraiment faire du juste à temps en limitant l'encours. Donc maintenant, avec le digital, des systèmes comme le ConWhip, en fait, ça permet de s'assurer qu'on fonctionne à encours déjà stable. Et du coup, après, tout est beaucoup plus facile à gérer par rapport à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on prend des décisions sur des potentialités qui sont pas aussi exponentielles que si on laisse tout l'encours rentrer. Et donc, du coup, après, il y a tellement d'options possibles qu'en fait, tout le monde est perdu et tout le monde finit par s'optimiser localement, mais pas globalement, quoi. Ouais. Trouver un produit prioritaire entre 3, c'est simple. Entre 50, c'est plus compliqué. On enchaîne sur donc, du coup, les grands sujets incontournables en 2023. Alors, on a commencé un peu à défricher certains points, mais je te repasse la main. Ouais.
Du coup, comment apporter de la prédictibilité dans le contexte actuel? Donc, j'en ai parlé. Et puis, nous, ce qu'on pense, c'est que ça ne va pas changer, ça va avoir même s'amplifier. Hein. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde qui est quand même super incertain. Sans même parler des guerres, hein. Il y a une instabilité énorme, ne serait-ce que sur le côté normatif qui change régulièrement, et puis l'accès en fait de toute manière aux matières premières. Donc pour faire face à ça, la planification peut largement aider. Donc les process de planification classiques, hein, PIC, PDP, Ordo, ça évidemment ça reste valable, mais en fait s'outiller avec le digital pour déjà être un peu plus prédictif sur la demande. Donc ça, on a pas mal de groupes qui travaillent du coup sur des modèles de prédictibilité de la demande, et sur aussi la traçabilité de l'amont, donc des appros, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc le plus possible, aller vers du track and trace sur ce qui se passe en amont. Donc, déjà avoir les bons processus pour parler aux fournisseurs, mais aussi, si possible, avoir la donnée qui permet de tracer ce qui se passe sur la chaîne amont pour faire face justement à cette volatilité. Et parfois c'est uniquement entre guillemets de la planification, mais parfois il y a aussi des enjeux business. Parce qu'en fonction des décisions que je prends, les cours ont tellement varié, les cours des matières premières ces derniers temps, que dans des secteurs comme l'agroalimentaire, par exemple, ou dans la métallurgie, le moment où vous achetiez en fait votre matière première avait énormément d'impact sur la performance derrière, voire plus d'impact en fait que votre performance intrinsèque industrielle. Donc, du coup, c'est d'autant plus stratégique que dans un contexte où les cours varient énormément et où il y a beaucoup d'inflation, d'avoir ce système-là qui permet d'être très réactif et d'être de plus en plus prédictif sur la demande, quoi. Ouais. Et il y a un vrai enjeu pour moi de rassurer les clients. Enfin, en tout cas, moi, je le vois sur nos clients par deux biais. Il y a beaucoup en aéro de donneurs d'ordre qui disent montre-moi ta charge CAPA, montre-moi ta charge CAPA. Être capable de montrer une charge CAPA simple en disant bah voilà, toi, tu représentes ça dans ma charge et je suis confiant pour dire que ça va passer. Ça a une valeur commerciale énorme. Et l'autre point qu'on nous demande tout le temps, c'est je veux être capable de fournir des dates de livraison estimées à mes clients. Pareil, cette prédictibilité dans la communication, pour moi, c'est vraiment game changer dans une relation client-fournisseur. Ouais. Et effectivement, tu as raison de parler de l'aéro parce que c'est vraiment un secteur qui est classique de ça. Et en fait, l'aéro, ça fait quand même 10-15 ans que la supply chain se structure pour répondre à ça parce que c'est un secteur qui est. Enfin, moi, j'ai jamais. Ça fait plus de 22 ans que je travaille. J'ai jamais connu le secteur aéro pas en retard. donc, Ouais. mais ça progresse, hein, ceci dit. Hein. C'est pas pour dire que. Et c'est pas pour dire du tout que les boîtes de cette chaîne de valeur, que les entreprises qui sont dans cette chaîne de valeur ne sont pas performantes, c'est juste que c'est l'ensemble de la chaîne qui crée ça. Donc c'est un secteur qui se structure beaucoup depuis longtemps sur la supply chain, mais qui a encore des progrès à faire, mais qui progresse. Et après, il y a plein d'autres secteurs où c'est valable aussi, où c'était pas valable avant, et où après le Covid, ça devient valable parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude que ça fluctue autant en fait. Et là, je parle notamment des biens de consommation, donc, qui était plutôt un secteur où en général on était à l'heure, parce qu'en fait à la fin il y a la grande distribution. Et la grande distribution, on fait pas de cadeaux. Ouais. Donc en fait, traditionnellement, une rupture en magasin coûte tellement cher que en fait, c'est les secteurs où la chaîne était très tendue et où ça fonctionnait très bien. Et sauf que ces chaînes-là, avec l'inflation, avec les ruptures de matière et tout, c'est des chaînes qui se sont complètement disloquées. Et maintenant, en fait, et pendant le Covid, il y a eu on a bien vu hein, dans les rayons, il y a manqué des produits. Mais même maintenant, encore en post-Covid, il y a tout le temps des moments où en fait, il y a des références qu'on n'a pas. Et donc, même ces chaînes de valeur-là qui étaient structurées, contrairement à l'aéro, elles ont Ouais. besoin de plus en plus d'avoir ce que tu dis, Thibaut. Après, moi, j'en prends un, c'est le pilotage en temps réel de l'atelier. On en a déjà parlé rapidement, mais Ouais. toi, tu me parlais je me souviens qu'en préparé, de systèmes qui s'autorégulent rapidement selon les aléas. Voilà, c'est ça. C'est que tout le monde, et notamment en bas de la chaîne, sache quelle est la décision la plus optimisée pour l'entreprise. Ça, c'est vraiment un sujet incontournable de performance pour l'atelier, clairement. Ouais, il y a cet aspect-là, clairement. Donc, si on peut avoir idéalement le technicien ou l'opérateur de production qui prend la décision, c'est vraiment l'idéal. Et après, il faut aussi que le système de management supporte ça. Et en fait, avec le lean, en fait, ce qu'on faisait traditionnellement, c'était quand même plutôt un suivi quotidien. Donc, où en fait, le lendemain, on venait analyser la performance de la veille avec les données d'indicateurs du volume, de la qualité, etc. En fait, plus ça va, plus on se rend compte que ce qui était déjà en place dans des secteurs comme l'auto, qui était déjà en train de suivre le takt time de manière très fine, ça se traduit dans tous les secteurs. Et en fait, maintenant, la norme, c'est quand même plutôt je veux suivre en temps réel. Ça, c'est venu beaucoup du Covid aussi. Où, en fait, pendant le Covid, on a plein de patrons de sites qui nous ont demandé à nous, au PO, de dire OK, moi, je suis remote une partie de mon temps. Il y a beaucoup de mes ressources, les fonctions support qui, elles aussi, sont remote. Je ne sais plus que mes opérateurs sur les lignes. Même les chefs d'équipe, parfois, n'étaient pas là. Et donc, comment est-ce que je fais pour avoir une vision de ma performance, mais de chez moi, en fait, sur mon smartphone, hein, c'est tout bête. Et donc, en fait, ça a attiré énormément le temps réel parce que du coup, les patrons de site, les patrons d'ateliers dessous ont commencé à demander des KPI sur Ouais. leur Ils smartphone, étaient quoi. habitués. Ils étaient habitués à avoir Après, ils l'information sont en direct. habitués, et comme on s'est habitué à Teams,
Bah, on s'est habitué aussi à ça, donc ça veut dire qu'il faut avoir soit des systèmes de business intelligence très performants, soit des SaaS comme Uplit ou autres qui soient aussi en place, qui permettent d'aider à faire ça en fait. En fonction des sujets, il faut avoir la bonne boîte à outils qui va permettre d'avoir cette notion de temps réel pour à la fois pouvoir piloter à distance ou en physique, mais surtout pouvoir réagir en temps réel, parce que du coup, on veut pouvoir résoudre les problèmes. Enfin, résoudre un problème, c'est comme une enquête policière. Hein. Si vous arrivez dans l'heure, vous avez 10 fois plus de chances d'y arriver que si vous le faites le lendemain, parce qu'en fait, il va vous manquer plein d'éléments, plein d'indices. Donc, un des enjeux, c'est de se dire, je suis sur le lieu du problème tout de suite, parce que je sais en tout instant, dans ma journée de 10 heures de patron de site, à tout instant, je me dis, c'est quoi le sujet critique de mon site, et j'y vais, et je vais aider à résoudre ce problème, quoi. C'est une super image. Je ne sais pas si tu l'utilises souvent, mais je pense que c'est très vrai. En effet, moi, je vois surtout sur les questions d'encours qu'on mentionnait tout à l'heure et de retard. Si très rapidement on identifie où est-ce que c'est en train de bloquer et pourquoi, c'est plus simple de dérouler les choses avant que ça finisse au fond de la pile, quoi. Est-ce qu'il y a un dernier élément sur lequel tu veux appuyer avant qu'on passe sur la partie feuille de route et un peu grande priorité pour les industriels? Alors, on a parlé des appros, donc ça, je vais laisser. Travailler sur la performance globale, tu en as parlé aussi, le côté avoir la vision charge CAPA un peu d'ensemble de mes sites et être capable d'allouer la charge à la CAPA en agile. Peut-être la stratégie industrielle. Un exemple, on a eu plusieurs cas récemment d'entreprises qui nous ont demandé de l'aide pour repenser leur stratégie en fonction des évolutions estimées à la fois de la demande et du contexte géopolitique. Et donc, ça c'est un vrai enjeu, alors qu'il y a un peu du moyen long terme, mais quand même important, de se dire où est-ce que j'alloue mes capacités. Donc, c'est à la fois où est-ce que je vais mettre mes sites de production. Donc, est-ce que j'en mets un aux US, par exemple, parce que si je me dis que Trump revient au pouvoir, ils vont peut-être fermer les frontières, et donc il vaut mieux que j'ai un site sur place pour vendre sur place. Ça, c'est un sujet, mais il y a aussi sur comment je pense mon usine de base. Souvent, en fait, cette réflexion-là, elle a eu lieu sur le produit. Donc, j'ai pensé mon produit de manière modulaire pour pouvoir être agile. Je ne fais pas forcément la même réflexion sur mon process industriel. Et moi, ça me paraît hyper important de se dire, si je fabrique, par exemple, du chocolat, en fait, j'ai 4 ou 5 grandes étapes. Qu'est-ce qui, dans ces 4 ou 5 grandes étapes, et je veux avoir de standards, quels que soient mes sites, parce que ça, en gros, c'est mon corps métier de fabricant de chocolat. Et donc, quand je fais un nouveau site, je vais avoir ça qui est forcément un module standard que je vais mettre dans ce site-là, donc ça va aller vite. Et puis, qu'est-ce qui va être spécifique à chaque produit ou à chaque site, que là, je vais pouvoir travailler spécifiquement et que je vais acheter plus cher, mais qui va créer la valeur que moi, je crée sur ce produit-là. Donc, avoir cette réflexion-là, c'est hyper important parce que ça permet d'être beaucoup plus agile pour se dire quelle capacité j'installe où, quelle partie de mon process j'installe où, et du coup, pour être le plus agile possible par rapport à tout ça. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, je vois nous, on a beaucoup de clients qui sont en train de construire un nouveau site ou de préparer leur déménagement pour en effet dédier certaines parties du site à des lignes produits qui sont des high runners, pour repenser les flux, pour avoir plus d'espace pour potentiellement avoir de la croissance, euh, pour rassembler des produits au sein d'un même endroit, pour aussi pouvoir faire des produits qu'avant ils sous-traitaient pour être plus maître de la chaîne de valeur, parce qu'on parlait un peu de footprint. Donc maintenant tu dis, ouais, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose sur le terrain que moi je constate pas mal. Ouais. La dimension d'intégration, juste pour rebondir, Thibaut, c'est effectivement un sujet. Alors, c'est ça qui fait la force de Tesla. Ils sont ultra intégrés. Et effectivement, quand on fait ces sujets-là, en général, on se pose aussi la question du make or buy, parce que ça a beaucoup bougé en fait récemment avec tout ce qu'on a évoqué. Et donc, du coup, il y a parfois un vrai intérêt stratégique à réintégrer des choses qui étaient faites à l'extérieur pour être plus agile sur son marché, quoi. Ouais. Et ça, je vois beaucoup de monde, c'est vrai, se poser la question en ce moment. Est-ce que cette compétence, on devrait l'internaliser? Super. On enchaîne sur la partie Hoplite. Objectif de cette discussion, qu'on revoit un peu cette roadmap ensemble. Finalement, je pense que la dernière fois qu'on a échangé sur cette roadmap ensemble, c'était il y a quand même quelques mois. Donc c'est te laisser réagir dessus, mais aussi laisser réagir toutes les personnes qui sont présentes pour voilà, voir où est-ce qu'on va dans la bonne direction et les autres fruits à prendre qui ne sont pas listés ici. Donc pour rappel, pour ceux qui ne nous connaissent pas très bien, je vois que quand même on a certains clients, mais aussi il y a quand même quelques personnes que je ne connais pas, même pas mal de personnes que je ne connais pas dans les participants. Donc je vais rappeler très très rapidement ce qu'on fait. Promis, ça ne va pas être 15 minutes. Nous, ce qu'on fait chez Hoplite, on a une solution qui va gérer deux sujets. La partie équilibre charge-capacité, comment j'alloue mes équipes, comment je travaille l'affectation de mes équipes en fonction des absences ou de la charge à venir, de leur taux d'occupation, pour vraiment bien simuler mon équilibre charge-capacité, notamment en comparant mes simulations avec ma capacité démontrée. Donc ça, c'est la première grande partie, le premier grand module chez Hoplite.
qui permet de gérer vraiment cette réunion d'équipe Recharge Capa, cette réunion PDP de façon simple et collaborative pour tout le monde et d'anticiper les choses et potentiellement de faire de l'optimisation multisite. Et on va avoir la partie ordonnancement, donc vraiment la planification court terme. On va permettre d'ordonnancer les goulots à capacité finie. Donc voilà, je vais optimiser, notamment regrouper certaines références donc pour pas faire de réglage, finalement passant d'une référence à l'autre notamment. Je vais imposer de la cadence sur certains produits, tout en restant donc à capacité finie sur mes postes goulots. Donc nous, on pense qu'il faut faire de la capacité finie uniquement sur les postes goulots, autrement ça devient mathématiquement quand même très compliqué et intellectuellement très compliqué aussi pour l'ordonnanceur de comprendre l'output qui est fait par Oplit. Et ensuite, il y a les postes plus passifs où on vient vraiment gérer l'encours, ce que tu disais, le modèle Conwip. Donc, c'est vraiment cette philosophie qu'on vient suivre. J'ai des files d'attente, je viens les prioriser du plus important au moins important en fonction de règles sur ma stagnation, la priorité client, potentiellement le chiffre d'affaires. Et j'écoule mon flux sur mes machines et sur mon atelier pour être sûr d'avoir le bon niveau d'encours, ne pas être sous-alimenté, ne pas être suralimenté, et aussi toujours savoir où est mon OF, quelle est la prochaine opération sur laquelle il passe. Donc ça, c'est ce qu'on met en place chez nos clients, nos grands secteurs stratégiques, ça va être le luxe, l'horlogerie, l'automobile, l'aéronautique en général. Et maintenant, on voit aussi que côté pharma, on a beaucoup de choses, notamment sur l'optimisation et la gestion des stocks. Nos grandes priorités, les 4 grandes priorités qu'on voit aujourd'hui, c'est apporter encore plus de prédictibilité, notamment sur les dates de sortie des OF et quelles sont les commandes à risque. Donc ça, c'est vraiment stratégique pour nous, c'est de pouvoir alerter nos clients sur, voilà, tu es en make to stock, voici ce que tu vas produire et potentiellement ces 2-3 commandes vont être à risque et tu vas potentiellement avoir des risques de rupture. Une vision consolidée multisite de la performance, pouvoir partager les meilleures pratiques entre les sites et pouvoir faire en sorte que les sites se nourrissent les uns les autres. Travailler toujours sur des algorithmes de recommandation. Aujourd'hui, on est sur des algorithmes de recommandation selon des règles prédéfinies. Maintenant, on va vouloir pousser aussi des recommandations à nos clients. Voilà, tu devrais déplacer telle personne. Je pense que ce produit, il est stratégique pour toi et tu ne vas pas le livrer à l'heure. Cette gamme, on voit qu'elle est très douteuse. Est-ce que tu ne devrais pas la revoir dans ton ERP? Et enfin, un gros sujet, mais la gestion des approvisionnements. Avoir des alertes dynamiques dans l'ordonnancement selon la disponibilité des matières premières. Aujourd'hui, on a des alertes de façon statique. Donc voilà, je sais que tel produit, je n'ai pas les ressources, mais venir intégrer un peu plus d'informations dynamiques de je déplace tel produit de 3 jours, c'est bon, j'aurai bien ma matière première. Et donc, plus interconnecté approvisionnement et ordonnancement. C'est assez clivant comme sujet parce qu'il y a des secteurs qui ont des cycles d'approvisionnement assez longs où ce n'est pas forcément nécessaire. Mais sur les secteurs où les cycles d'approvisionnement sont très courts, on a des matières premières qui sont plus chères. C'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup. Là-dessus, sur un peu les 4 grandes priorités, toi, Mika, qu'est-ce que tu en penses? Ou comment tu les classerais de 1 à 4? Est-ce qu'on oublie des choses dans le radar? Je ne vois pas de gros sujets qui seraient manquants là sur le périmètre sur lequel vous êtes aujourd'hui. Moi, je pense que ce qui me paraît super important dans ce que tu viens de dire, Thibaut, c'est cette notion d'assistant. Ce que tu as appelé des recommandations, moi j'appellerais ça un assistant en fait finalement au management. C'est de se dire comment est-ce que petit à petit, je me fais aider par un système parce qu'un cerveau humain n'est pas capable, c'est impossible d'intégrer la complexité d'un système industriel, même d'une seule usine, c'est juste impossible. Comment est-ce que j'ai un assistant qui me donne des recommandations pour que je puisse prendre les bonnes décisions? Et je pense que ça, c'est fondamental parce qu'en fait, ce qui fait que dans les systèmes qui sont défaillants aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que les top managers n'ont pas confiance assez dans le terrain pour leur déléguer la décision. Et du coup, ils vont en permanence se mêler du truc en disant tiens, en fait, fais passer ce OF-là prioritairement parce qu'il y a tel client qui a râlé. Et en fait, en faisant ça, eux-mêmes, ils contribuent à créer le cercle vicieux pour l'avenir. En fait, le système le plus vertueux, c'est que le terrain ait les moyens, avec justement potentiellement une assistance de recommandation, de prendre les bonnes décisions, et que le top management soit là éventuellement pour challenger, mais ne vienne pas interférer trop sur les décisions qui sont prises. Et ça, en fait, c'est possible quand on a suffisamment stabilisé, mais aussi quand on a du coup un niveau de confiance à la fois des clients, parce que si les clients n'ont pas confiance, ça bordélise tout le système, hein, mais aussi du top management vers le terrain. Donc cette confiance, elle viendra du fait que petit à petit, on sait qu'il y a un système qui est là pour aider, qui peut être une solution comme Oplit,
qui va faire les bonnes recommandations. Et donc, moi, en tant que patron, je dors sur mes deux oreilles parce que je me dis, oh putain, ça, c'est un des gros problèmes dans les supply chains qui sont défaillantes, c'est que quand vous voulez le matin, vous êtes patron de site, vous vous dites à chaque fois, qu'est-ce qui va encore péter aujourd'hui, quoi? Quel client va venir? Enfin, l'aéro, c'est typiquement ça. Vous êtes patron d'un site aéronautique, si vous êtes en retard, tous les jours, il y a des clients qui viennent faire un audit, quoi, pour vous dire, il faut faire tel plan d'action et tout. Donc, c'est usant. Donc, en fait, si vous arrivez à casser ça, dans le bon sens du terme, bah, vous avez le patron qui dort sur ses deux oreilles et du coup, vous avez les équipes de terrain qui travaillent sereinement aussi et qui prennent des bonnes décisions, quoi. Ouais, parce qu'on ne vient pas leur taper sur l'épaule en leur demandant où c'en est, tu sais que c'est prioritaire, tu as bien bossé dessus. Donc ça apporte beaucoup de confiance. Je me souviens au tout début quand on commençait la recherche utilisateur initiale d'Oplit et ensuite quand on a commencé les premiers déploiements en plein Covid, les gens nous disaient voilà, moi mon rêve, c'est que vous m'apportiez beaucoup plus de confiance sur mon plan. Et c'est vrai que savoir est-ce que mes sous-jacents sont bons, est-ce que mes inputs sont bons, déjà c'est une bonne information. Parce que voilà, on connaît le cheat in, cheat out. Donc, venir travailler sur l'input, c'est super important. Et puis sur l'output, aussi avoir un second avis, en plus de la prod qui vient dire, certes, la prod pense que c'est planifié à ce moment-là, mais compte tenu de ton encours, de tes gammes, etc., on pense que ça va potentiellement déraper. C'est toujours une bonne vision pour le management qui n'a pas besoin d'aller chercher l'info et qui laisse les équipes plus autonomes du coup. Sur la partie algorithme de recommandation, c'est un sujet très, très clivant aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont, voilà, moi je veux avoir une production en autopilote qui est complètement, qui travaille toute seule. Tout est réordonnancé, il y a pas l'ordonnanceur n'a pas la main dessus et je vais mettre 40 règles là-dedans. Donc, bon, moi je l'explique de façon très, très biaisée parce que c'est pas la vision qu'on a. Mais toi, quel doit être le bon rapport entre humain et algorithme et quel doit être le niveau de complexité d'algorithme? Tu penses qu'on doit aller chercher? C'est difficile de répondre dans l'absolu à ça, parce que ça va dépendre aussi des secteurs et de la complexité du secteur et des paramètres qui entrent en compte, hein. Plus on a fait en amont ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire simplifier le produit pour avoir le moins de SKU possible, et moins il y a cette complexité-là, mais bon, dans la plupart des usines, c'est pas encore le cas. Dans tous les cas, moi, je crois pas au flux totalement piloté par l'algorithme. Enfin, ça viendra peut-être un jour, mais à mon avis, aujourd'hui, on n'est pas mature. Et la première raison, déjà, c'est que je pense que pour pouvoir faire ça, il faut quand même comprendre un minimum comment ça fonctionne. Et en fait, j'aime pas trop le principe des boîtes noires pures. Et donc, avoir une boîte noire qui pilote votre site, même si elle marche plutôt bien, c'est quand même pas hyper rassurant. Donc, je pense qu'il faut un minimum que vous soyez capable de comprendre les règles et comment les décisions sont prises, même si vous ne connaissez pas toutes les formules mathématiques et tout. Et en deux, heureusement, je pense, pour nous, les humains, aujourd'hui, je pense quand même que dans ces systèmes aussi complexes, même si l'algorithme va apprendre beaucoup plus, il va être beaucoup plus rapide pour proposer des choses, ça reste toujours la décision humaine parce que il y a tout ce qui est interpersonnel dans la relation notamment avec le client, qui va être apporté par la chaîne qui vient des commerciaux vers la supply chain, vers la production, qui va entrer en compte. Et en fait, aujourd'hui, un algorithme, ces choses-là, je pense que ça va être compliqué à mathématiser, en fait. Et il y a aussi, dans les chaînes, quelles que soient les chaînes, il y a un lien commercial qui n'est pas seulement contractuel, qui est aussi personnel entre les gens, qui fait que certaines décisions pourraient ne pas paraître logiques vues d'un algorithme, mais en fait le sont quand même, étant donné les choix qu'on fait tactiques, quoi. Voilà, donc du coup, moi, je pense qu'il y a un mix entre l'homme et l'algorithme. Aujourd'hui, si je devais mettre un ratio, je dirais que c'est quand même 60-70% d'humains et 30-40% d'algorithmie, qui serait le bon mix à un horizon de quelques années. Et puis peut-être que petit à petit, on pourra de plus en plus compter sur l'algorithme, mais j'y crois pas à court terme en tout cas. Ouais. Il y a beaucoup d'éléments, je suis d'accord avec toi, qui sont un peu intangibles. Donc c'est vrai que tu as des décisions qui pourraient paraître irrationnelles de façon logique et puis il y a aussi beaucoup d'éléments sur lesquels on n'a tout simplement pas l'information. Elle n'est pas enregistrée, elle n'est pas dans le data lake de l'entreprise et donc du coup, elle est pas utilisable. Et puis, à la fin, c'est quand même un humain qui prend la décision et ce que tu disais, s'il a une boîte noire, il va venir rechallenger, essayer de comprendre pourquoi telle chose est là, etc. Et il va passer plus de temps finalement à essayer de déconstruire l'algorithme que finalement à optimiser la première version qui lui a été faite. Si je fais un parallèle, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur, mais c'est celui qui me vient en tête. C'est notamment sur tous les métiers de l'édition qui sont en train d'être revus énormément avec ChatGPT. Ce qui est bien, c'est que ça fournit une première version d'un texte et ensuite l'humain reprend le contrôle et dit cette phrase, il n'y a pas de sens, moi j'aimerais bien ajouter ça, et voilà, et il apporte sa touche perso. Et c'est un peu comme ça que je vois un peu l'ordonnancement, c'est voilà, on doit fournir
un premier template, mais après, l'humain doit vraiment venir apporter son savoir, son savoir-faire. C'est plus, de temps en temps 5, 10, 15, 20 ans de connaissances sur le métier et sur les process de l'entreprise qui doit apporter. Bah, pour pouvoir prendre des décisions, effectivement, moi je crois aussi beaucoup à ce que tu dis, à la simplification. En fait, le cerveau humain est pas fait pour travailler sur des hypothèses multiples trop importantes. Et en fait, arriver à quelques scénarios, c'est en général une bonne façon de forcer la décision à être prise, quitte à ce que si vous proposez 3 scénarios, ce soit un quatrième qui soit décidé, mais en fonction des 3 premiers, quoi. Et en fait, le cerveau humain marche bien comme ça. Je pense qu'on est capable de décider sur quelques possibles décisions, 3, 4, 5, pas 10 ou 20 ou 30. Et donc, du coup, bah, pour moi, l'intérêt de l'algorithmie et de la digitale, c'est de réduire la complexité au maximum pour que les décisions se basent sur quelques points qui ont été préparés, pré-mâchés, pour que, du coup, l'intelligence humaine puisse vraiment faire son effet, se dire, OK, finalement, la bonne solution, c'est un des 3, ou alors c'est un quatrième que j'ai co-construit moi-même avec mon équipe, quoi. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet aussi, proposer plusieurs choix. C'est toujours plus facile de prendre une décision quand il y a 2, 3 options que quand il n'y en a qu'une seule et on se dit attends, je pense qu'il y en a une meilleure. Dans le cerveau humain, je vois ça aussi beaucoup. Je vois qu'il y a Vincent qui voulait qu'on aborde le sujet des retouches et après je vois qu'on va commencer à déborder, donc on fermera la discussion. Le sujet de retouches, nous, c'est un sujet qu'on voit beaucoup, notamment dans les métiers du luxe, mais aussi en aéronautique avec certains donneurs d'ordre qui sont intransigeants. La place du sujet des retouches est vraiment très, très, très intéressante. Et pour nous, c'est un sujet de fond sur lequel on est en train de réfléchir. Il y a deux directions pour nous et deux points dans notre roadmap sur lesquels on réfléchit. Il y a le premier qui est comment bien tracer une retouche. C'est-à-dire que finalement, mon OF va être séparé en deux souvent, et donc venir réconcilier la donnée de j'ai mon OF de retouche qui est un mois plus tard que le vrai OF, et comment je fais pour prendre une bonne décision sur livrer mon client. Est-ce que je le livre en 2 fois, en une fois? Est-ce que je peux attendre? Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis après, il y a les sujets aussi de donner de la visibilité sur comment diminuer ces retouches. Ils sont plutôt des problèmes de qualité que nous, on n'a pas vocation à adresser. Bouteille à la mer, mais Michael, toi, ta vision de la retouche dans la planification, Ouais. comment gérer ça de façon simple? Ah oui, bah déjà, en préambule, tu as raison, les secteurs qui sont les plus soumis à ça, c'est quand même plutôt le luxe en un peu l'aéro et un peu, paradoxalement, l'auto aussi en ce moment, parce qu'avec l'électrique, il y a plein de process qui sont pas matures. Enfin, tous les secteurs où en fait on a des process qui sont pas encore complètement capables. Ouais, et en fait, je rejoins ce que tu as dit. Première chose, c'est de créer la transparence à la fois sur des OF quand on lance un OF de retouche, mais aussi au poste, parce que souvent il y a 2 niveaux de retouche. Il y a la retouche macro, je refais complètement un produit ou un OF. Mais il y a aussi la retouche que je peux faire au poste en retouchant des petites parties, notamment dans le luxe, parce qu'en fait il y a un défaut d'aspect que j'ai repris, mais je l'ai pas dit, en fait je l'ai pas déclaré. Donc ça, il faut pouvoir le rendre transparent pour être conscient de sa performance. Le deuxième sujet, c'est en attendant d'avoir progressé, parce que évidemment, fondamentalement, on veut attaquer les causes racines et puis améliorer, donc ça, c'est la résolution de problème. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, il y a un des sujets qui est parfois oublié, c'est qu'il faut pouvoir paramétrer du coup correctement les lancements pour intégrer la retouche. C'est-à-dire que si je sais que de manière structurelle, j'ai 10% des OF que je fabrique en première intention qui vont passer par la retouche, il faut que je lance. C'est un peu malheureux, mais parfois 10% de plus. Ou alors s'il y a une partie qui va être carrément mise au rebut. Donc en fait, c'est d'avoir la bonne tactique. Il n'y a pas une recette, mais d'avoir la bonne tactique pour continuer à servir le client en attendant d'avoir amélioré son process qualité. Et ça, c'est pas forcément simple. Et donc, il faut y travailler, étape par étape, produit par produit, en fonction de la complexité de mon système. Il faut être capable d'avoir les bons paramètres, sans en mettre trop non plus, parce que si vous surproduisez trop pour couvrir, bah, vous allez générer un besoin de capacité trop important, ça va vous coûter trop cher. Donc, c'est pas forcément facile à régler. Et puis, dernier sujet, bah, c'est évidemment la résolution de problèmes. Donc, dans les systèmes les plus matures, vous avez une organisation qui permet de faire du QRQC ou des choses comme ça, qui fait que vous diminuez quand même dans le temps vos retouches parce que vous apprenez. Et puis, dans les systèmes les moins matures, bah, vous êtes plutôt en train de faire en permanence du correctif. Et ça, c'est pas forcément simple. Et dans le luxe, un des sujets qui est pas facile, c'est de s'aligner sur des critères qualité. Et c'est là aussi où le machine learning et la data peut aider. Hein. C'est-à-dire qu'en ayant une machine qui décide et qui a des critères beaucoup plus puissants parce qu'elle aura appris sur des millions de pièces, que en fait, si c'est des êtres humains pour le coup, qui à différentes étapes de la chaîne vont prendre des décisions parfois contradictoires sur une même pièce parce qu'elles n'ont pas la même vision de ce qui est une pièce bonne, une pièce mauvaise, quoi. Ouais. Complètement d'accord avec toi. Je vais clore avec un cas que j'ai eu très très simple d'une PME dans l'horlogerie récemment. Beaucoup de problèmes de retouche. Et donc voilà, une bonne organisation, c'est People, Process and Tools. C'est vrai que les tools peuvent apporter sur les retouches, mais il y a aussi beaucoup de process. Chez OPO, vous le savez encore mieux que moi.
Et donc, du coup, là-bas, ils avaient ce problème de retouche et ils sont revenus à la base de se dire, OK, est-ce que nos contrôles qualité sont aux bons endroits déjà? Donc voilà, le contrôle qualité, jamais après un boulot, le mettre avant, c'est quand même plus. Enfin voilà, c'est la base. Je sais que j'enfonce une porte ouverte pour 90% des personnes qui sont là. Mais dans cette PME, ce n'était pas le cas. Et l'autre chose, c'est est-ce que j'en fais trop finalement? Parce que voilà, j'ai des personnes qui sont payées pour faire du contrôle qualité, qui vérifient que la pièce est en bon état. Forcément, si je passe 8 heures à vérifier des pièces, je trouve des défauts. Donc savoir où sont les bons endroits et le bon niveau de contrôle qualité pour, en bout de chaîne, repenser ça. Et donc, du coup, lui, quand il a pris possession de cette PME, donc où il y a 200 personnes, c'est un nouveau dirigeant, c'est la première chose qu'il a faite et il y a eu un impact énorme en mettant des initiatives super simples. Donc là, on sort un peu du cadre d'Oplit. Nous, il y a toujours cette gestion de la retouche qui est super importante sur comment faire concilier les flux et comment potentiellement proposer les bons lots qui sont des initiatives super intéressantes, mais il y a souvent aussi des quelques quick wins opérationnels qu'on peut trouver. J'ai une petite anecdote là-dessus. Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais donc chez PSA et on commence par un stage opérateur. Et en fait, moi, donc je fabriquais des voitures et c'est super dur de faire 400 voitures en 8 heures. J'arrivais pas à tenir la cadence. Et en fait, le fait de savoir que quelqu'un derrière vous va contrôler, ça change complètement votre état d'esprit. Donc, comme je savais qu'il y avait quelqu'un qui derrière rattrapait, premier poste, j'ai fait la moitié de mes voitures qui étaient mauvaises, quoi. Sauf que le jour au lendemain, quand le gars te dit attends, à partir de maintenant, tu es responsable, je vais plus te backuper, ça change complètement l'état d'esprit. Ce que tu dis, du coup, est super important. Sur le fait de dire on responsabilise et on ne multiplie pas les contrôles pour rien, quoi. Ouais, voilà. La responsabilisation des personnes sur le terrain, c'était quasiment l'introduction. Je propose qu'on s'arrête là-dessus. On a déjà débordé de 10 minutes. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cet échange. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cet échange. Moi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, Michael. Merci, Toujours des partagé. bonnes anecdotes, des bonnes directives à suivre et c'est toujours très inspirant comme échange. Si vous pensez que ça avait été utile, il y a des replays qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à les partager à vos collègues et puis n'hésitez pas à nous poser des questions dans les prochains jours, semaines. Voilà, moi c'est toujours un plaisir d'échanger sur les problématiques industrielles et planification en général, de passer visiter une usine pour en apprendre plus et finalement consolider mon catalogue d'histoires et d'anecdotes. Voilà. Merci à tous. À bientôt. Merci Michael. Et puis à très bientôt. Au revoir.